ces femmes qui s'engagent, ces femmes qui résistent, et donc ces femmes qui sont dangereuses, ou en tout cas considérées comme telles. Alors je commencerai peut-être par une citation de Simone de Beauvoir, alors elle aussi évidemment, femme engagée, même si je ne vais pas parler d'elle ou un petit peu seulement ce soir. Donc c'est un extrait de son ouvrage de 1947 pour une morale de l'ambiguïté, dans lequel elle écrit notamment « Change ta vie aujourd'hui, ne parie pas sur le futur, agis maintenant sur le champ. Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action. » Et donc voilà, elle invite les femmes donc, à l'action, à l'engagement. Et c'est vrai que donc, les trois femmes dont j'ai choisi de parler ce soir, toutes les trois, finalement, à leur façon, elles ont appliqué ce précepte de Simone de Beauvoir. Donc la première, alors c'est celle qui est peut-être la moins connue, encore que, comme c'est la régionale de l'Étape, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, donc il s'agit de Raymond de Boix. La deuxième et la troisième, donc elles sont évidemment beaucoup plus connues, c'est Gisèle Halimi. Alors Raymond de Boix, bien sûr je vais y revenir, c'est une résistante, elle a résisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Gisèle Halimi, bien sûr on la connaît, c'est l'avocate engagée dont le parcours finalement a accompagné tous les soubresauts, on pourrait dire, de l'histoire de France, en gros depuis les années 1950, et puis Taslima Nasrin, dont le parcours a eu un retentissement au niveau mondial. Donc voilà, ça me permet aussi d'aborder comme ça, si vous voulez, trois formes d'engagement. Donc l'une au niveau plutôt local, même si en réalité les activités de résistance de Raymond de Boix l'ont amené, malheureusement d'ailleurs je dirais, à sortir de sa région d'origine. Gisèle Halimi pour le niveau national, et puis donc Taslima Nasrin pour le niveau international, mais en sachant que donc toutes les trois, effectivement, se sont engagées d'une façon ou d'une autre. Donc la première, comme je vous le disais, dont je vais parler, c'est Raymond de Boix. Donc Raymond de Boix a été résistante, comme on le sait bien sûr, la Seconde Guerre mondiale a été l'occasion pour un petit nombre d'individus, parce qu'en fait ça reste un phénomène assez limité finalement, la résistance, tout comme la collaboration, puisque la plupart des Français ont été plutôt en réalité attentistes. Mais donc voilà, pour un nombre limité d'individus, hommes et femmes, la Seconde Guerre mondiale a été l'occasion de s'engager dans la résistance contre l'occupant. Or, ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, la résistance a été perçue comme un phénomène exclusivement masculin. En fait, c'est une idée qui s'est imposée assez vite, dès la toute fin, à l'issue même en fait, du second conflit mondial, alors notamment avec un film comme La bataille du rail, qui a, si vous voulez, contribué à sceller l'image d'une résistance comme une expérience exclusivement virile, et notamment fondée uniquement sur des actions d'éclat comme les sabotages, les attentats, les assassinats d'officiers allemands. Donc voilà, pendant très longtemps, en réalité, dans l'historiographie, on ne s'est pas intéressé justement aux femmes résistantes parce qu'on pensait qu'il n'y en avait pas, ou alors qu'elles avaient mené peut-être des actions, mais qui n'avaient pas une grande importance. Or, en réalité, aujourd'hui, on a redécouvert, en gros, depuis les années 1980-90, on a redécouvert qu'évidemment, un grand nombre de femmes ont fait partie, elles aussi, de l'armée des ombres, et elles ont joué un rôle non négligeable dans la lutte contre l'occupant nazi, et on s'est rendu compte en particulier qu'il n'y a pas véritablement de petite résistance, même s'il y a une différence, j'y reviendrai, entre résistance féminine et résistance masculine. Mais dans tous les cas, dès qu'on mène une action résistante, même de faible ampleur, entre guillemets, on risque la même chose, c'est-à-dire d'être arrêté, éventuellement torturé, déporté, et on risque donc la mort, quelle que soit finalement la forme de résistance à laquelle on se livre. Donc finalement, à partir des années 1980-90, les femmes se sont mises à témoigner. Donc elles n'ont pas beaucoup parlé, les femmes résistantes après la guerre, et on sait par exemple qu'il y en a très peu qui ont demandé à avoir la médaille de la résistance, à être reconnues comme résistantes. Elles ont eu tendance aussi elles-mêmes à minimiser leur propre rôle, donc ça c'est quelque chose qui d'ailleurs renvoie un petit peu au féminin. Les femmes ont souvent tendance, par l'éducation qu'elles ont reçue, par la culture genrée, qui est quand même encore la nôtre, c'est vrai que les femmes ont toujours tendance à minimiser leurs propres actions, mais elles ont fini par commencer à parler à partir des années 80-90, notamment parce qu'il y avait leurs petits-enfants, puisqu'à ce moment-là, c'est des femmes qui commençaient déjà à avoir un certain âge,
qui leur ont demandé, bon ben voilà, mamie, pendant la guerre, qu'est-ce que tu as fait, etc. Et donc voilà, il y a des historiens et des historiennes qui se sont mis à recueillir ces témoignages de femmes, et donc à partir de là, on s'est aperçu qu'il y avait eu aussi, bien sûr, une résistance féminine. Et donc, Raymond de Boix, elle aussi, elle fait partie de ces femmes résistantes donc, qui ont commencé à témoigner à partir des années 80-90. Et elle, d'ailleurs, elle fait partie des résistants et résistantes de Toulouse et de sa région, dont le témoignage a été filmé par le musée de la résistance et de la déportation de Toulouse. Ouais, donc, et voilà, dans ce musée, il y a une vidéo dans laquelle elle témoigne. Et puis, elle a aussi beaucoup témoigné, mais comme d'autres résistants et résistantes, auprès des collégiens. Elle s'est rendue fréquemment voilà, dans les collèges, les lycées, pour témoigner de son expérience résistante. Alors, Raymond de Boix, donc je vous le disais en introduction, c'est un peu la régionale de l'étape, et donc je disais peut-être que certains d'entre vous la connaissent, puisqu'elle est née le 24 juin 1920 à Villeneuve-Minervois, donc qui est un village, je ne vous l'apprends pas, qui est à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Carcassonne, qui à l'époque compte environ 800 habitants. Donc elle y mène jusqu'aux années 30 une vie tout à fait paisible, et elle-même dira donc que en fait jusqu'au milieu des années 30 elle n'est pas du tout politisée, elle ne se sent pas du tout concernée par la politique, bon voilà, mais il y a quelque chose en fait qui va la faire un peu basculer et prendre conscience en quelque sorte aussi du monde qui l'entoure et de la situation géopolitique. Cet épisode, c'est le début de la retirada, c'est-à-dire quand les réfugiés espagnols qui fuient le franquisme vont commencer à arriver, à affluer, et notamment bien sûr dans le sud-ouest de la France, et en particulier donc à Carcassonne et dans tout ce département de l'Aude. Donc c'est vraiment, c'est ce qu'elle raconte dans son témoignage, c'est vraiment au contact de ces populations réfugiées espagnoles qui affluent dans le sud-ouest que Raymond de Boix va ouvrir les yeux véritablement sur le monde qui l'entoure. Elle est vraiment très fortement frappée, émue par la grande détresse de ces réfugiés, notamment ce qui l'a beaucoup marqué, c'est l'arrivée des trains de blessés en gare de Carcassonne. Elle dit, c'est malheureux, arrivés là épuisés, démunis. Nous les avons aidés de manière spontanée. On n'était ni communistes ni socialistes. Alors ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans son témoignage, le fait que donc elle n'est pas du tout politisée, mais que c'est vraiment cette situation particulière là, qui l'a interpellée et qui va la mener à la suite aussi à s'engager elle-même. Donc on n'était ni communistes ni socialistes, on n'était rien. Pour nous, la charité et l'entraide comptaient avant tout. Et donc avec quelques camarades, elle se met véritablement au service de ces réfugiés. Elle va assister les médecins qui sont présents sur place. Elle récolte dans son village des couvertures, des draps, voilà, des vêtements, et puis voilà, elle va les apporter à ces réfugiés. Donc il se trouve qu'en plus elle parle l'espagnol, donc ça va aussi lui permettre d'exercer un peu la fonction d'interprète entre notamment les réfugiés espagnols et les employés de la préfecture. Et en fait, elle va se trouver, alors elle est donc vraiment choquée par cet afflux massif de réfugiés, et elle est assez choquée aussi par la création des camps de concentration, puisque c'est le terme qu'on emploie à l'époque, qui sont effectivement destinés à accueillir, qui vont ouvrir à partir de 1939, donc déjà sous la Troisième République, ces camps de concentration donc dans tout le sud-ouest de la France qui sont destinés à accueillir ces réfugiés espagnols, donc un grand nombre dans les Pyrénées-Orientales, mais pas seulement. Donc voilà, Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer, le Barcarès, bon voilà, ça préfigure, effectivement ça sera poursuivi ensuite par Vichy, ça préfigure ce qui sera ensuite mis en place sous le régime de Vichy. Et donc là, vraiment, il y a une prise de conscience chez elle, et elle explique, donc nous avons commencé à comprendre. Alors elle parle toujours à la première personne du pluriel, ça aussi, c'est assez frappant dans son témoignage, enfin, très souvent en tout cas, donc elle dit nous, donc nous, les jeunes gens, voilà, de son village, les jeunes gens de l'Aude, nous avons commencé à comprendre que la guerre d'Espagne était directement en relation avec la guerre qui arrivait. Le malheur des réfugiés nous a marqués. Et donc quand arrive la guerre, et puis surtout quand arrive donc
évidemment la défaite de 1940, bon ben voilà, désormais, hein, elle est tout à fait consciente de tout ce qui l'entoure, et elle va être donc particulièrement marquée, pardon, oui, je vous avais mis donc voilà un exemple de ce camp de concentration, celui d'Argelès, donc qui a accueilli, qui a d'abord accueilli des réfugiés espagnols. Et donc, oui, je vous le disais, Raymond de Boix, et là c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans énormément même de témoignages de résistants pour expliquer leur entrée en résistance. En réalité, donc c'est pas tant l'appel du général de Gaulle du 18 juin 40 qui a provoqué un afflux massif dans la résistance, parce que, comme vous le savez, beaucoup de gens en fait n'ont pas entendu cet appel au moment même où il a été prononcé, donc le 18 juin 40, mais par contre, tout le monde la veille a entendu le discours du maréchal Pétain, qui était le président du Conseil. Donc évidemment vous connaissez ce discours dans lequel le maréchal Pétain appelle à cesser le combat. Et alors ça, pour beaucoup d'auditeurs, c'est quelque chose qui en fait était inacceptable. Il y en a beaucoup qui ont raconté le choc qu'avait constitué finalement ce qui est considéré un peu comme une capitulation, puisque voilà, Pétain dit ben voilà, c'est le cœur serré, que je vous dis qu'il faut cesser le combat, et Pétain annonce qu'il va donc prendre langue avec les nazis pour signer un armistice. Et donc voilà, beaucoup, et c'est le cas de Raymond de Boix, sont vraiment totalement choqués par cette trahison, enfin ce qu'ils considèrent comme une trahison, et ça va déboucher rapidement donc, chez beaucoup de jeunes gens en particulier, parce que c'est vrai que la résistance aussi, c'est un mouvement de jeunesse. Alors pas seulement, bien sûr, il y avait des gens plus âgés qui se sont engagés, mais il y a aussi beaucoup de jeunes garçons et filles. Et donc voilà, beaucoup vont immédiatement, je dirais dès le mois de juin en fait 1940, rejeter cette idée d'une occupation du territoire. Alors l'ambiguïté, la question qui peut se poser, c'est que est-ce qu'on rejette les Allemands, enfin les nazis, est-ce qu'on les rejette parce que ce sont des Allemands et qui sont des étrangers qui occupent indûment le sol national, ou bien est-ce que justement on les rejette parce que ce sont des nazis porteurs d'une idéologie perçue comme délétère. Alors pour Raymond de Boix, compte tenu du fait, je vous l'ai dit, qu'elle était peu, voire pas du tout politisée avant la fin des années 30, ce qui prime, ce qu'elle dit en tout cas dans son témoignage, c'est vraiment le rejet des Allemands en tant qu'occupants étrangers qui réduisent la patrie en esclavage. Donc à propos de la situation de juin 1940, elle déclare « Nous avons tous été pris de ce sentiment de honte dévastatrice et de ce refus de l'allemand, mais ce qui m'a poussé à m'engager, c'était de voir l'occupant piller et bafouer la France. S'engager, c'était défendre l'honneur de son pays. » Donc pour elle, en fait, c'est pas tant, je dirais, des nazis avec une idéologie particulière qu'elle combat, mais vraiment, c'est l'occupation étrangère du territoire national. Donc elle y revient à plusieurs reprises tout au long de son témoignage sur cette notion, en disant notamment s'engager dans la résistance est un acte de patriotisme, c'est s'engager à défendre l'honneur de son pays, de sa patrie. Alors ce qu'on voit beaucoup jouer dans le cas de Raymond de Boix, et on aurait la même chose finalement pour d'autres résistants aussi, c'est l'importance du milieu amical. Donc Raymond de Boix est de retour à Toulouse en octobre 1940 pour la rentrée universitaire, parce qu'elle fait ses études à Toulouse, et en fait, le week-end, donc elle revient dans son village de Villeneuve-Minervois, et le dimanche, donc elle retrouve un groupe d'amis, garçons et filles, et ils discutent évidemment de la situation du pays. Et donc elle écrit, je l'ai retrouvé d'ailleurs presque tous à Villeneuve, ce sont ceux avec lesquels j'étais au moment où les réfugiés espagnols sont arrivés, donc on retrouve voilà, le fait que ce réseau finalement s'est constitué au moment où il fallait assister les réfugiés espagnols au moment de la retirada. À Toulouse, d'autres s'y sont joints. Je pense que la jeunesse avait vraiment le désir de faire quelque chose. On se réunissait pour discuter de tout cela, l'armistice, l'occupation. Voilà. Et donc ça va finalement les mener à entrer en résistance. Donc Raymond de Boix, elle va commencer son activité résistante assez tôt, dès l'automne 1940, par la diffusion de tracts clandestins à Toulouse, comme elle le raconte elle-même. Alors c'est vrai que ces tracts, alors ça c'est pas un tract qui a été rédigé par Raymond de Boix, mais au départ c'est vraiment très artisanal, c'est même pas renéotypé, c'est-à-dire vraiment on écrit à la main sur des bouts de papier. Elle a dit c'était des pages de mon carnet, voilà, sur lesquelles on pouvait écrire ce genre de choses, en tout cas des messages de résistance à l'occupant. Donc elle dit, nous mettions des tracts, au début dans les boîtes aux lettres,
et on collectait toutes les informations qu'on pouvait avoir. Et elle dit, nous étions, alors c'est une idée intéressante, sur laquelle elle revient aussi à plusieurs reprises, elle dit, nous étions des résistants intellectuels, des soldats de l'ombre qui écrivions, parlions et encouragions les autres à lutter. On ne peut qu'écrire, donc on écrit. Donc au départ, vraiment, voilà, c'est une action, enfin, on fait un peu avec les moyens du bord, avec ce qu'on a, on a du papier, on a un stylo, et donc voilà, on va écrire, on va composer ces tracts. Et donc, elle dit, à Toulouse, nous avons constitué un petit groupe qui s'est assigné comme mission de prévenir les autres en distribuant des tracts dans les boîtes aux lettres. Donc cette résistance qu'elle appelle intellectuelle commence comme ça, c'est vrai, et on retrouverait aussi la même chose, bien sûr, dans d'autres villes que Toulouse, avec ces tracts, ces petits papillons, parfois aussi déjà des premiers bulletins d'information, donc des journaux, enfin des petits journaux en tout cas clandestins qui sont déposés dans les boîtes aux lettres, et donc ces tracts ils peuvent aussi être affichés, collés sur les murs, sur les réverbères, parfois laissés aussi dans des salles de cinéma, dans des salles de classe, abandonnés sur un banc dans des lieux publics. Bon, voilà, ça rappelle un petit peu l'action menée par Otto Elise Ampel à Berlin. Je pense que certains connaissent cette histoire, dont Hans Fallada a tiré un roman, et je crois qu'il y a eu un film aussi il y a quelques années. Donc voilà, au départ, une petite résistance, mais néanmoins qui prouve voilà, qu'il y a des gens qui n'acceptent pas l'occupation et qui n'acceptent pas la capitulation. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment très artisanal au départ. Elle le raconte d'ailleurs, nous n'avions pas encore de machine à ce moment-là, donc à l'automne 1940, on utilisait du papier carbone. En appuyant fort, on pouvait en écrire 2 en même temps, mais vous voyez, 2 en même temps, ça veut dire que c'est très long, parce qu'il faut écrire, voilà. Puis on les pliait en 4, on les mettait dans nos poches et on les distribuait où on pouvait. Mais nous n'étions pas organisés comme à Paris plus tard, on devait utiliser le papier de nos cahiers. Donc vraiment, voilà, ils font un peu feu de tout bois en quelque sorte. Bon voilà. Alors ces tracts et ces brochures, ils vont progressivement devenir de véritables journaux clandestins. Alors ce qu'on peut remarquer, même si Raymond de Boix ne le présente pas comme ça, mais c'est que elle, ce qu'elle fait, Raymond de Boix, c'est vraiment imprimer et diffuser les journaux, mais pas vraiment à les rédiger. La rédaction des journaux clandestins, très souvent, c'était les hommes qui s'en chargeaient. Et là, on trouve déjà une première différence, comme je vous le disais tout à l'heure, entre résistance masculine et résistance féminine, parce que c'est vrai qu'il y a eu des formes de résistance féminine et des formes masculines. Donc ça a été assez bien analysé par les historiens. Donc ça s'explique en partie par le statut inférieur des femmes dans la société française de l'époque, et cette infériorité, enfin cette différence entre les sexes, elle se reflète au sein de la résistance. Et on a aussi beaucoup d'autres témoignages, enfin c'est pas le cas de Raymond de Boix, mais de femmes qui disent qu'elles auraient aimé faire davantage, participer à la rédaction des journaux, ou même certaines posaient des bombes. Il y a une ancienne résistante qui s'appelle Jeanne Boeck, qui était une chimiste et qui donc faisait partie d'un groupe de résistance. Elle n'arrêtait pas de dire à ses camarades masculins, mais moi je sais fabriquer des bombes, je peux en fabriquer. Et on lui disait non, toi, contente-toi d'assurer l'intendance, voilà, parce que il y a finalement les résistances, les hommes résistants, ce sont aussi des hommes de leur époque, et donc ils ont les mêmes préjugés que les hommes de leur époque sur les femmes. Donc voilà, il y a ces tâches féminines et ces tâches masculines. Et c'est vrai que quand on regarde ce qu'ont fait les femmes, bon ben voilà, c'était donc diffusion des tracts. Souvent, elles ont été aussi agents de liaison. Ça n'a pas été le cas de Raymond de Boix, mais beaucoup de femmes, de jeunes femmes en particulier, ont été agents de liaison, c'est-à-dire qu'elles transportaient soit des tracts, soit parfois même des armes. C'est l'image, alors c'est un peu un cliché, mais qui correspond aussi à une réalité de la jeune fille à bicyclette qui en fait transporte soit des tracts, soit du matériel radio, soit même des armes, parce que évidemment les Allemands, enfin au départ en tout cas, se méfient beaucoup moins d'une jeune fille à vélo que d'un homme. En fait, les préjugés qu'on peut avoir sur les femmes, finalement, ils peuvent aussi se retourner de façon positive, parce que voilà, on se méfie beaucoup moins des femmes. Alors à l'été 1941, Raymond de Boix, elle va intégrer un réseau, puisqu'il y a des réseaux qui commencent à s'organiser pendant l'année 1941. Donc elle va, je suis partie dans le mauvais sens, elle va donc intégrer un réseau qui s'appelle Défense de la France. Donc Défense de la France, au départ, donc en juillet 1941, ça commence par la fondation d'un journal clandestin qui porte ce nom, donc Défense de la France. Journal fondé par 3 jeunes étudiants, donc là encore la jeunesse, qu'on retrouve aussi à l'origine de ce mouvement Défense de la France. Donc 3 jeunes étudiants, Philippe Vianney, Robert Salmon et Hélène Mordkovitch. Et voilà, dans les premiers temps, donc le mouvement essentiellement va diffuser
ce journal clandestin, et c'est ce que va faire Raymond de Boix à Toulouse. Et puis, à partir de 1942, le mouvement Défense de la France va s'engager massivement dans la production de faux papiers. Donc Raymond de Boix, elle diffuse pendant l'année 41, la deuxième moitié de l'année 41, elle va diffuser de façon clandestine ce journal à Toulouse, et puis elle doit quitter précipitamment la ville à la fin de l'année 1941 parce qu'un membre de son groupe a été repéré, et donc elle risque d'être arrêtée. Donc elle va dans un premier temps quitter Toulouse pour rejoindre Marseille, où elle continue en fait la même action de résistance, à peu près sous la même forme, mais elle est repérée là aussi, et donc finalement elle arrive à Paris à la fin de l'année 1942, mais c'est là qu'elle va être arrêtée le 20 octobre 1943 avec 2 membres de son groupe, et elle est incarcérée, je suis encore partie dans le mauvais sens, donc à la prison de la Petite Roquette à Paris, par laquelle donc, beaucoup de femmes résistantes sont passées pendant le Second Conflit mondial, parce que c'était une prison pour femmes, mais c'était une prison pour femmes qui avait commis des délits de droit commun, mais pendant la guerre, donc à côté des droits communs, il va y avoir un grand nombre de résistantes qui vont être enfermées dans cette prison de la Petite Roquette. Alors, Raymond de Boix, elle dit dans son témoignage, donc elle a été interrogée, elle a subi des interrogatoires, mais elle dit qu'elle n'a pas été torturée au sens strict du terme. Alors de façon générale, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans les témoignages, une certaine forme, je dirais, de pudeur, une certaine façon, disons, d'édulcorer, d'autant plus que les témoignages de ces résistants, je vous l'ai dit, ils sont d'abord destinés donc, à être vus par le grand public, et puis c'est un témoignage aussi qu'elle livrait de la même façon devant les collégiens. Donc évidemment, si vous voulez, ces anciens résistants, ils avaient tendance quand même à édulcorer ce qu'ils avaient pu subir, parce que il ne fallait pas non plus trop choquer peut-être les collégiens, les lycéens ou le public à qui ils s'adressaient. Donc elle dit qu'elle a été battue et giflée au point de perdre connaissance, donc c'était déjà pas mal si on peut dire, mais elle dit pas de torture au sens strict du terme. En tout cas, ce qu'elle décrit plutôt, donc plutôt que la torture, ou en tout cas les sévices qu'elle a pu subir, ce qu'elle décrit, c'est la grande solidarité qui régnait entre les détenus politiques en particulier, à la Petite Roquette, et donc ça c'est quelque chose dont on a aussi d'autres témoignages, et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans le camp, la grande solidarité entre les détenus, dans le camp aussi ça se retrouvera, enfin en tout cas entre détenus de la même nationalité, parce qu'après il peut y avoir des problèmes entre les différentes nationalités, mais bon voilà. Donc Raymond de Boix, elle évoque déjà à la prison de la Petite Roquette une vie communautaire très rassurante, dit-elle. Elle dit « Nous avons été prises en charge par les anciennes, le comité d'accueil des politiques. Ces femmes étaient merveilleuses, gentilles, souriantes. Elles nous ont expliqué le règlement et nous ont aussi réconfortés. » Et en particulier, donc, c'est les militantes communistes qui sont nombreuses à la Petite Roquette, qui prennent en main les nouvelles arrivées et puis qui vont aussi organiser des cours, des conférences. Donc il y a toute une vie intellectuelle là aussi, pour reprendre l'expression de Raymond de Boix, qui s'organise à la Petite Roquette. Raymond de Boix évoque de véritables foyers intellectuels et un enseignement de qualité. Elle a appris des choses aussi en écoutant ses camarades à la Petite Roquette. Alors au début du mois d'août 1944, Raymond de Boix va être déporté à Ravensbrück. Donc Ravensbrück, c'est un camp qui se situe à 80 km environ au nord de Berlin, où les nazis ont établi dès 1939 un camp qui était justement spécialement destiné à accueillir les femmes. Les détenus au camp de Ravensbrück portent le triangle rouge, qui est le triangle des déportés politiques, avec la lettre qui indique leur nationalité. Donc ça c'est une tenue de déportés politiques français. Et en 1943, ces triangles rouges représentent plus de 80% des femmes internées à Ravensbrück. Donc essentiellement, effectivement, à Ravensbrück, ce sont des femmes et des femmes déportés politiques. Alors le témoignage de Raymond de Boix sur Ravensbrück, il rejoint tout à fait alors là le cas,
le cas a sauté à la ligne, mais bon, ça rejoint tout à fait ce qu'on peut dire de nombreuses résistantes françaises qui sont passées elles aussi par ce camp de Ravensbrück, et notamment Germaine Tillon, qui a écrit un ouvrage sur Ravensbrück. En fait, elle a remanié 3 fois cet ouvrage, parce que c'est vrai que pour elle, hein, l'expérience du camp a été tout à fait fondamentale, comme pour d'autres, comme il y a Geneviève de Gaulle-Antonios aussi, qui est passée par Ravensbrück, et également Charlotte Delbo. Donc voilà. Alors, la quasi-totalité de ces femmes déportées ont affirmé en fait qu'elles n'imaginaient pas ce qui les attendait en arrivant dans les camps. Enfin, c'est ce que dit en tout cas Raymond de Boix. Donc le 8 août 1944, avec plusieurs de ses compagnes de cellule, elle va être regroupées à la gare de l'Est à Paris. Donc elles comprennent, hein, puisque bon, on les amène gare de l'Est, elles comprennent qu'elles vont être emmenées en Allemagne. Mais Raymond de Boix dit: nous étions loin d'imaginer où nous allions. On pensait que ce serait comme en prison. En gros, elles pensent que voilà, elles étaient en prison à Paris à la Petite Roquette et elles vont aller en prison en Allemagne. Mais bon, on pensait donc que ce serait comme en prison. On ne connaissait pas Auschwitz, Treblinka, les chambres à gaz. Si on avait su, quitte à mourir dans ces conditions épouvantables, autant s'échapper et mourir d'une balle dans le dos ou dans la tête. Hein, elle dit ça, donc ce qui fait un peu, là pour le coup, froid dans le dos. Et c'est vrai que l'arrivée au camp est vraiment très brutale. Donc Raymond de Boix débarque, comme beaucoup d'autres avant elle et après elle, hein, d'ailleurs, sous les hurlements des gardiennes et les aboiements des chiens. Hein, donc là vous avez donc, les gardiennes du camp de Ravensbrück en 1940. Elle dit: nous étions pétrifiés, ça ne ressemblait à rien, cela ne ressemblait pas à un camp de prisonniers. Hein, effectivement, tout de suite, en fait, dès l'arrivée, voilà, elles comprennent que ça va être vraiment terrible. Et c'est vrai que la suite vont leur montrer qu'elles avaient effectivement raison. Et donc ce qui va là encore leur permettre de tenir, c'est la solidarité, hein, et l'entraide aussi, qui sont très fortes à Ravensbrück entre les détenues politiques françaises. Et là, elle va dire, en fait, c'était une forme de résistance intellectuelle et morale. C'était l'activité de l'esprit. Elle dit, donc on n'avait pas d'armes, alors on a fait ce que nous avions fait en prison. C'était tout dans la tête. On faisait des groupes de parole, on parlait et on écoutait les autres. Et donc lors de ces sessions, hein, quand elles peuvent se regrouper le soir, à l'issue d'une journée de travail forcé, eh bien, les détenus évoquent les sujets les plus divers. Donc là aussi, il y a des sortes de conférences, hein, comme il y avait à la prison de la Petite Roquette. Les sujets les plus divers: Christophe Colomb, Napoléon, des pièces de Shakespeare, mais aussi les produits cosmétiques, mais aussi des recettes de cuisine. Alors en plus, bon, voilà, quand on a faim, voilà, on imagine, hein, voilà ce qu'on pourrait manger, si on pouvait manger ce qu'on voulait. Voilà, donc elle-même, elle connaît par cœur le bateau ivre et elle l'a récité, dit-elle, plus de 500 fois devant ses camarades. Alors il y a aussi des femmes qui dessinent, hein, à Ravensbrück, et par exemple il y a une résistante, Jeannette Lerminier, qui a fait le portrait de ses camarades, et notamment elle a fait le portrait de Raymond de Boix. Alors volontairement, vous voyez, les traits du visage, hein, sont absents, voilà, pour montrer cette forme de déshumanisation finalement qui est produite par le temps. Alors Raymond de Boix, elle a eu la chance, eh bien, de survivre, mais à son retour, donc en 1945, dès son arrivée à la gare de l'Est, en fait, elle comprend que, au retour, donc elle vient d'être rapatriée, elle comprend que son expérience est un peu incommunicable, sauf peut-être à d'autres déportés, parce que donc il y a un jeune scout, hein, elle est escortée par un jeune scout qui lui demande si elle a des bagages. Ben oui, bien sûr, Mamelle Vuitton est juste là, donc, si vous pouviez la prendre, merci. Bon voilà. Donc elle comprend, dit-elle, que personne ne savait rien ni n'était préparé à notre retour. Et ça explique aussi d'ailleurs, hein, le silence de beaucoup d'anciens déportés. Donc elle-même, alors elle va finir quand même par demander une pension de résistante, mais elle le fera au bout de 14 ans, elle va prendre 14 ans après la guerre, hein, pour la demander. Mais bon voilà, à partir des années 90, comme je vous le disais, elle s'est mise à témoigner, notamment auprès de publics scolaires. Donc elle a laissé ce fameux témoignage au musée de la Résistance de Toulouse. Elle a fait l'objet en 2005 d'un mémoire de master que j'ai dirigé. Hein, donc voilà, une étudiante qui est allée l'interviewer pour voilà, avoir d'autres éléments que ceux que Raymond de Boix donnait dans l'entretien qu'elle avait accordé au musée de la Résistance. Et bon voilà, elle est décédée en 2015 à l'âge de 95 ans.
Alors, la deuxième femme dont je voudrais vous parler, donc elle, Gisèle Halimi, elle est née en 1927, donc c'est vrai qu'elle était un peu trop jeune pour prendre part à la résistance, mais elle a été une résistante à sa façon, Gisèle Halimi, puisque en fait elle a résisté à l'ordre patriarcal et elle a dénoncé l'infériorisation des femmes. Donc, alors Gisèle Halimi, c'est quelqu'un qui est très connu, donc je ne vais pas raconter toute sa vie, je vais peut-être simplement revenir sur 3 épisodes marquants. Simplement quelques mots pour la présenter ou pour rappeler un peu sa biographie. Donc elle est née en 1927 en Tunisie dans une famille juive. Sa mère Fridna, alors, qui a eu une importance énorme dans sa vie, un peu comme un contre-modèle, justement, j'aurai sans doute l'occasion d'en reparler. Donc sa mère Fridna était fille de rabbin et faisait régner dans le foyer familial une stricte orthodoxie, notamment d'ailleurs quant à la place et au rôle des femmes. Et on retrouve souvent d'ailleurs ce rôle des mères, finalement, comme celles qui sont les gardiennes de l'orthodoxie et de la tradition. Bon, voilà. Et c'était le cas donc de la mère de Gisèle Halimi. Et la première révolte de Gisèle Halimi, vous savez qu'elle est née justement du refus de cette assignation des filles à un rôle subalterne, alors que les garçons, enfin ses frères en l'occurrence, étaient valorisés et notamment étaient dispensés des tâches ménagères, les frères. Donc elle écrit dans la maison, l'homme n'avait jamais rien à faire, nous, les filles et ma mère, étions là pour le servir. C'est ce qu'elle écrit dans son essai autobiographique La cause des femmes en 1973. Et donc à l'âge de 13 ans, il y a ce fameux épisode que vous connaissez de la grève de la faim, parce qu'elle refuse de continuer à servir ses frères. Et donc ses parents vont céder et la dispenser désormais de tâches ménagères. Bon, voilà, mais sa mère est vraiment furieuse et Gisèle Halimi écrit qu'à ce moment-là, sa mère est vraiment devenue un modèle à ne pas imiter. Elle écrit Halimi, Fridna et l'explication de toute ma démarche, j'ai voulu que les femmes ne lui ressemblent pas. Bon, ce qui est assez terrible d'ailleurs comme constat, mais voilà, elle ne voulait pas que les femmes soient des femmes soumises et gardiennes de l'orthodoxie comme pouvait l'être sa mère. Donc Halimi, ensuite, toujours dans la même rébellion, elle va refuser d'épouser le prétendant choisi par ses parents. Et elle part en France en 1945 pour faire des études de droit. Et elle prête son serment d'avocate en 1949. Alors quelques années plus tard, donc c'est le début de la guerre d'Algérie, Gisèle Halimi, elle est favorable à l'indépendance de l'Algérie. Elle va entamer à ce moment-là donc, une carrière d'avocate politique. Notamment donc, en prenant publiquement position contre la torture pratiquée par l'armée française et aussi en assurant la défense des membres du mouvement national algérien qui sont poursuivis par l'État français, bon, ce qui lui vaut d'ailleurs des menaces de mort et une mise sous protection policière. Donc vous le disiez, elle dénonce en particulier la torture pratiquée par l'armée française et en 1960, donc, elle devient l'avocate d'une jeune militante algérienne, Jamila Boupacha, qui est accusée d'avoir déposé une bombe dans un café d'Alger et qui a été donc arrêtée, mais surtout violée et torturée par des soldats français. Et en fait, voilà, Jamila Boupacha va devenir pour beaucoup d'intellectuels français, dont d'ailleurs Simone de Beauvoir, le symbole justement de ces exactions perpétrées par l'armée française en Algérie. Et en 1962, Beauvoir et Halimi publient conjointement un recueil de témoignages consacré à cette jeune femme. Et d'ailleurs, c'est le début d'une collaboration intellectuelle entre Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, qui évidemment va durer de très longues années. Et effectivement, donc c'est aux côtés de Simone de Beauvoir et à la faveur de la cause des femmes que Gisèle Halimi va à 3 reprises contribuer à faire changer la loi pour améliorer la condition féminine, donc à 3 reprises entre les années 1970 et l'an 2000. Alors d'abord, bien sûr, avec le procès de Paubini, donc là je vais aller très vite puisqu'évidemment ce sont des choses qui sont très connues. Vous savez qu'au début des années 1970, sous l'influence du mouvement de libération des femmes, c'est la question de la libéralisation du droit à l'avortement qui va vraiment prendre la première place dans le débat public. L'avortement, je vous rappelle, est interdit par la loi et c'est un délit, donc avant 1975, c'est un délit qui est passible du tribunal correctionnel et pourtant, on sait très bien qu'il y a des dizaines, voire plus, de femmes qui y ont recours chaque année, donc dans la clandestinité et dans des conditions sanitaires d'ailleurs souvent déplorables. D'ailleurs c'est ce qu'a subi Gisèle Halimi elle-même, puisqu'elle a avorté
à différentes reprises, et notamment donc, lors d'un de ces avortements clandestins, elle a été victime d'une hémorragie et elle a été transportée à l'hôpital où elle a subi un curettage à vif, et elle raconte donc que l'interne qui l'a prise en charge a dit comme ça, tu ne recommenceras plus. Et elle a écrit donc dans La cause des femmes, j'avais découvert l'oppression sous sa forme la plus barbare, et c'est cela qui m'avait traumatisée bien plus que l'acte d'avorter lui-même. Donc elle a aussi vécu, elle, concrètement, dans sa chair. Donc elle fait partie des signataires du fameux manifeste donc, des 343 femmes qui déclarent qu'elles ont avorté, donc qu'elles ont enfreint la loi. Et puis quelques mois plus tard, donc, elle va fonder l'association Choisir, qui poursuit un triple but. Donc d'une part, effectivement faire abroger l'article 317 du Code pénal qui réprime l'avortement. Également, autre mission de Choisir, c'est promouvoir la contraception et l'éducation sexuelle des jeunes garçons et des jeunes filles, afin d'éviter justement qu'il y ait des grossesses non désirées, et donc afin d'éviter le recours à l'avortement, et puis défendre devant les tribunaux les femmes poursuivies pour avoir avorté. Et vous savez, évidemment, il y a ce fameux épisode, je n'y reviens pas, alors non pas du procès de Bobigny, on dit le procès de Bobigny, mais en fait il y a eu deux procès de Bobigny. Il y a celui d'abord de Marie-Claire, la jeune fille qui avait avorté, et puis surtout un mois plus tard, le procès de la mère de Marie-Claire et de collègues de la mère de Marie-Claire qui étaient poursuivis pour complicité d'avortement, parce que effectivement, la mère de Marie-Claire avait cherché auprès de ses connaissances si quelqu'un connaissait l'adresse d'une avorteuse. Bon voilà, et donc toutes ces femmes en fait qui sont considérées comme complices et sont traduites devant le tribunal correctionnel en novembre 1972, et vous savez que voilà, Gisèle Halimi a mis en œuvre une tactique qu'elle va réitérer d'ailleurs quelques années plus tard, c'est de transformer le tribunal en tribune et de faire comparaître en fait à la barre des grands témoins de moralité qui vont venir dénoncer la loi répressive et dire qu'en fait il faut légiférer pour autoriser au moins partiellement l'avortement. Donc c'est vrai qu'après ce procès de Bobigny, les pouvoirs publics sont un peu au pied du mur. Alors, il y a un premier projet en 1973, mais bon, qui est assez décevant et qui en plus ne va pas être discuté à l'Assemblée nationale. Enfin, donc le débat s'ouvre en décembre 1973 et puis en fait les débats s'arrêtent et le projet est reporté sine die. Mais finalement, donc c'est en 1974 le nouveau président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui lui va prendre ce problème à bras le corps, qui va très habilement d'ailleurs. Alors lui, ça fait partie de son programme aussi de réforme de la société. Donc il va habilement confier la question de la légalisation de l'avortement, non pas à la secrétaire d'État aux droits des femmes, puisqu'il vient de créer aussi un secrétariat d'État aux droits des femmes qu'il a confié à Françoise Giroud, mais très habilement, en fait, il le confie à sa ministre de la Santé, Simone Veil, pour dire, en fait, c'est pas un droit qu'on va accorder aux femmes, l'avortement, en fait, c'est pour régler cette question de santé publique, parce qu'il y a des dizaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de femmes qui meurent chaque année à cause d'un avortement clandestin qui a été pratiqué dans de mauvaises conditions. Donc voilà, il faut y mettre un terme, et donc il faut organiser l'avortement à l'hôpital, légalement, et dans des bonnes conditions sanitaires. Et effectivement, donc cette loi va être votée. Alors là, c'est le fameux débat qui a lieu à l'Assemblée nationale à la fin du mois de novembre 1974 avec Simone Veil, qui défend ce projet de loi, et donc après un débat qui a été assez houleux, néanmoins, la loi Veil est adoptée et va être promulguée en janvier 1975. Donc le combat pour l'avortement est gagné, même si après il y a bien d'autres péripéties dans lesquelles je ne veux pas entrer, mais il y a d'autres problèmes qui se posent, et notamment la lutte contre le viol. Alors le viol, a priori, la loi française, depuis le 19e siècle, considère le viol comme un crime, donc a priori il est sévèrement réprimé, c'est considéré comme un crime, mais en réalité, ce qui se passe concrètement, c'est que la plupart des affaires de viol sont requalifiées en simple attentat à la pudeur, et même, quand ce n'est pas les victimes qui vont être suspectées d'avoir provoqué leur agresseur, parce qu'il y a, je pense que les sociologues ont appelé une forme de culture du viol qui existe encore très fortement dans la société française de cette époque. Et donc voilà, Gisèle Halimi, là aussi, va s'emparer de ce problème. Alors là aussi, c'est à partir d'une affaire. Alors là, ce sont deux jeunes touristes belges qui s'appellent Anne Tomblé et Araceli Castellano, qui sont violés dans les calanques de Marseille, dans la calanque de Morviou,
en 1974 et leur viol, parce que bon, en plus ça a duré toute la nuit, il y avait 3 hommes impliqués, enfin, ça a été assez affreux, mais leur viol a été requalifié par la magistrate, qui est une femme d'ailleurs, donc comme quoi on voit finalement, ben voilà, c'est pas parce qu'on est une femme, qu'on est féministe ou qu'on est sensible particulièrement aux droits des femmes. Donc la magistrate a requalifié ce viol en coups et blessures n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours. Donc je le lis là parce que je trouve que c'est assez frappant. Et donc voilà, mais alors ça c'est très courant finalement, cette requalification, ça arrive, je dirais, tous les jours, enfin en tout cas, la quasi-totalité des affaires de viol. Mais là, ce qui change, c'est que ces 2 jeunes femmes, elles vont refuser en fait cette requalification. Elles vont refuser et elles vont donc faire appel à Gisèle Halimi. Et effectivement, Gisèle Halimi va les représenter lors du procès, où elles sont partie civile contre les 3 hommes qui ont été très rapidement d'ailleurs appréhendés. Donc voilà, le procès a lieu à Aix-en-Provence au début du mois de mai 1978, alors dans des conditions assez... il y a vraiment une violence qu'on voit d'ailleurs à travers les reportages télévisés qui sont faits à ce moment-là. On sent vraiment de très fortes tensions. Gisèle Halimi va être prise à partie par des amis des violeurs. Enfin bon voilà, c'est un peu compliqué. Alors, donc Gisèle Halimi, ce qu'elle voulait faire, c'était réitérer sa tactique de Bobigny, c'est-à-dire en fait appeler à la barre des grands témoins pour venir justement dénoncer la requalification systématique des viols. Voilà. Alors là, elle n'a pas tout à fait réussi à le faire. Parce que là, vraiment, le président du tribunal a refusé fermement, parce qu'en fait, il s'est abrité derrière l'article 331 du Code de procédure criminelle, qui stipule que seules les personnes ayant un lien direct avec l'affaire en jugement peuvent être appelées à la barre. Donc en 72, le magistrat Bobigny avait été un peu dépassé, donc il avait laissé témoigner les grands témoins, mais là, non, à Aix, non, c'est pas possible. Mais néanmoins, ces grands témoins vont s'exprimer sur les marches du palais de justice. Donc voilà, l'affaire est très fortement médiatisée, et effectivement, là encore, cette affaire va faire évoluer la législation. Le débat donc s'engage à l'Assemblée nationale et finalement donc le viol va être défini, parce qu'il n'était pas en fait défini jusque-là. Voilà, donc désormais il va être clairement défini, comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Et ensuite, donc, il y a des peines assez lourdes qui sont attachées. Donc ça, finalement, c'est aussi un combat qu'a mené Gisèle Halimi et qu'elle a remporté. Et puis, donc, dernier combat, alors que je vais très rapidement évoquer, c'est celui aussi pour la parité. Alors ça, c'est peut-être moins connu, on sait peut-être un peu moins, autant on connaît, son engagement pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Peut-être qu'on sait un peu moins qu'elle s'est engagée aussi pour la parité en politique. Donc en 81, en fait, Halimi s'est lancée en politique, donc elle a été élue députée en mai 1981, enfin en juin lors des élections législatives. D'ailleurs, elle va être assez rapidement déçue, finalement. Donc, elle est apparentée PS, mais elle n'est pas PS. Et donc ça va poser un problème parce qu'elle est toujours donc en porte-à-faux par rapport au groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale. En plus, il y a Pierre Jox qui tient vraiment le groupe socialiste d'une main de fer. Donc voilà. Mais néanmoins, elle va utiliser ce poste de députée pour faire avancer la cause des femmes. Alors, en 1982, elle propose un amendement qui, d'ailleurs à sa propre surprise, est voté à la quasi-unanimité, c'est la loi des quotas. Donc elle propose donc que les listes de candidats ne puissent pas rassembler plus de 75% de personnes du même sexe. Donc en gros, ça veut dire en fait pas plus de 75% d'hommes, et que donc il y ait au moins 25% de femmes. Donc son amendement est voté à l'unanimité, mais il va être retoqué quelques temps plus tard par le Conseil constitutionnel qui va le déclarer contraire, contraire à la Constitution l'adjonction du mot sexe à l'article L265 du Code électoral. Donc voilà, on ne peut pas mentionner en fait le sexe des personnes qui se présentent à une élection. Et donc voilà, il va falloir quelques années pour trouver la parade, et la parade, ça va être celle de la parité, et non plus des quotas, c'est-à-dire la représentation à part égale des hommes et des femmes.
Donc c'est un combat qu'elle a mené aux côtés de Roselyne Bachelot, hein, bien que les deux femmes n'étaient pas du même bord politique, elles se sont associées pour mener ce combat qui aboutit effectivement donc, à l'adoption de la loi sur la parité. Donc il y a d'abord une réforme de la Constitution et l'adoption de cette loi donc, qui favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux. Donc voilà, tout au long de sa vie, Gisèle Halimi, effectivement, a refusé l'assignation des femmes à un rôle subalterne. D'ailleurs, son credo, c'était « Ne vous résignez jamais ». Elle a même publié un ouvrage qui porte ce titre en 2009, dans lequel elle écrit « Et maintenant que le mur s'avance inexorablement pour moi, maintenant que se dessine un monde sans moi, je ne vous réclame pas d'hommage, je ne vous demande ni des mots ni des fleurs. Je vous demande de vous battre, car il n'y a rien d'acquis ici-bas, il y a toujours des combats à mener. Oui, il faudra toujours se battre. À vous, femmes et hommes de l'avenir, de dessiner un futur qui soit plus juste. À vous d'intégrer le vacarme du monde en vous refusant à son iniquité. » Donc voilà la leçon, un peu le testament politique qu'elle a voulu laisser. Alors la troisième femme dont je vais parler pour terminer, elle aussi, elle a refusé de se résigner à sa condition de femme opprimée. Et c'est un de ses principaux points communs d'ailleurs avec Gisèle Halimi. Il s'agit de l'écrivaine d'origine bangladaise Taslima Nasrin. Alors Taslima Nasrin, elle est née le 25 août 1962 à Mymensingh, Singh, à une centaine de kilomètres de Dhaka, la capitale du Bangladesh. Elle est née dans une famille de paysans aisés, mais assez tôt, d'ailleurs comme Gisèle Halimi, là aussi, il y a quand même quelques points communs entre ces deux femmes, bien qu'elles ne soient pas nées à la même époque, et bien qu'elles ne soient pas nées dans le même pays, et voilà, qu'elles n'aient pas nécessairement la même expérience, mais il y a quand même des points communs. Donc Taslima Nasrin, dès son plus jeune âge, elle fait montre d'un esprit de résistance. Alors elle, c'est notamment par rapport à la religion qu'on lui inculque. À 6 ans, donc, on lui fait apprendre l'arabe afin de pouvoir lire le Coran. Et c'est là que, c'est ce qu'elle a raconté en tout cas, qu'elle commence à avoir ses premiers doutes parce qu'elle se dit pourquoi est-ce que je ne pourrais pas prier en bengali, c'est-à-dire dans ma langue maternelle. Est-ce que Allah ne comprend que l'arabe? Et donc ça, déjà, ça l'interpelle dès son plus jeune âge. Et donc à partir de là, elle va vraiment pas cesser de remettre en cause la toute-puissance d'Allah, aux grandes dames de sa mère, qui est une femme très pieuse, gardienne de la tradition. Et là aussi, c'est un point commun avec Gisèle Halimi, c'est qu'elles sont toutes les deux des filles de mères qui étaient véritablement des gardiennes de la tradition. Alors, donc là, le moment où vraiment elle va comprendre qu'en fait, non, il n'y a pas de Dieu, enfin en tout cas ce qu'elle va penser, et que où elle va vraiment se détacher de la religion, et déjà donc à un très jeune âge, c'est qu'à l'âge de 8 ans, alors qu'elle a encore une fois demandé mais pourquoi est-ce que je devrais prier en arabe, etc. Bon, sa mère finit par lui dire si tu dis quoi que ce soit de mauvais à propos d'Allah, ta langue va tomber. Donc voilà ce qu'elle dit, sa mère lui assène, et donc la petite fille, elle va aussitôt s'enfermer dans la salle de bain et elle se met à proférer les pires insultes à l'encontre du Dieu de ses ancêtres, mais elle s'aperçoit, au bout de quelques minutes, que finalement, rien ne s'est passé, et voilà, donc à partir de là, elle va vraiment remettre en cause les principes religieux qu'on lui a inculqués. Alors ça aussi, ça rappelle, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a un épisode tout à fait comparable dans la vie de Gisèle Halimi, c'est qu'un jour, alors qu'elle avait une dizaine d'années, Gisèle Halimi, elle a volontairement omis, en quittant le domicile familial, d'embrasser la mezouza. Alors, vous savez, la mezouza, c'est l'objet du culte juif, c'est un boîtier qui contient des passages de la Bible qui est attaché au chambranle de la porte d'entrée, et notamment les juifs pratiquants, et comme la mère d'Halimi est très pratiquante, sont censés embrasser en sortant de la maison. Donc voilà, donc ce jour-là, un jour, Gisèle Halimi sort sans embrasser la mezouza, donc toute la journée, elle craint un châtiment divin qui va s'abattre sur elle. Alors non seulement, non, il n'y a pas de châtiment divin, mais en plus, ce jour-là, elle obtient à l'école la première note en rédaction. En plus, elle est récompensée de son blasphème. Bon, voilà. Donc, comme Halimi, Taslima Nasrin, c'est une enfant rebelle. Alors, sa mère donc, est très, très pieuse, très pratiquante. Son père, par contre, c'est quelqu'un de plus ouvert, qui va l'engager donc à faire des études, et en particulier donc lui-même est médecin, et il souhaiterait que sa fille devienne médecin, et c'est ce qu'elle va faire en 1984. Donc au terme de ses études de médecine, elle devient gynécologue, et elle va exercer plusieurs années dans sa ville natale
de Mi Mensing. Elle va ouvrir un centre de planning familial, et puis ensuite, donc, en 1990, elle s'installe à Dakar, dans la capitale, où elle poursuit cette activité donc, de gynécologue et d'assistance aux femmes. Alors, donc elle aime son travail, hein, puisque ça lui permet aussi de côtoyer des femmes, mais elle a une autre passion dans la vie qui s'est déclarée assez tôt, enfin au seuil de son adolescence, c'est l'écriture, donc elle pratique depuis l'âge de 13 ou 14 ans, notamment elle rédige des poèmes hein, depuis cet âge, et en 1986, elle va publier d'abord un premier recueil de poésie qui n'a pas trop de succès, mais en 1989, son deuxième recueil, qui s'appelle donc Banni à l'intérieur et à l'extérieur, va vraiment rencontrer un très très grand succès au Bangladesh, et elle devient très célèbre hein, dans son pays grâce à ce recueil de poèmes. Et à partir de là, donc, tout en poursuivant sa carrière de médecin, elle va se mettre à écrire dans des journaux, à rédiger des éditoriaux, mais voilà, le problème c'est que les thèmes hein, qu'elle aborde dans ces journaux, avec une grande liberté de ton, vont rapidement susciter la controverse. Donc ce qu'elle évoque dans ses articles, c'est la difficile condition des femmes au Bangladesh, l'oppression dont les femmes sont victimes, à la fois du fait de la religion, mais même plus largement du fait de la culture et de la tradition. Bon voilà. Chacune de ces chroniques donc, déclenche des débats à travers le pays. Donc des intégristes religieux, hein, évidemment, n'apprécient pas trop ces éditoriaux, mais par contre, elle reçoit aussi chaque semaine des centaines de lettres de femmes qui la remercient, hein, qui lui disent voilà, qu'elle lit ses textes et que ça leur fait du bien. Donc elle a quand même l'impression de faire un peu œuvre d'utilité. Donc elle publie aussi des romans, enfin elle commence à publier aussi des romans au début des années 1990, et en fait il y a un roman qui va vraiment faire basculer sa vie. C'est un roman qui paraît en 1993, qui s'appelle L'Aja, la honte, donc, hein, qui va vraiment mettre le feu aux poudres et faire d'elle une réprouvée, hein, comme vous vous en rappelez sans doute. Donc dans cet ouvrage, La honte, Taslima Nasrine dénonce la façon dont la minorité hindoue du Bangladesh est persécutée par la majorité musulmane. Et elle regrette hein, au passage que la société bangladaise ne soit pas sécularisée, mais au contraire livrée à l'emprise croissante des tenants d'un islam rigoriste. Alors ce livre, donc, il rencontre un très grand succès, mais sous la pression des religieux, il va être interdit 6 mois après sa parution. Et le 27 septembre 1993, une fatwa est prononcée contre Taslima Nasrine par un groupe de religieux fondamentalistes. Alors au départ, donc, alors il y a déjà un précédent hein, de la fatwa, je vais en reparler, c'était celle de Salman Rushdie. Donc dans un premier temps, elle essaie de résister, de continuer sa vie, voilà, comme d'habitude, elle refuse de céder à la peur, mais il y a de plus en plus de manifestations hostiles dans tout le pays, sa tête est mise à prix, donc voilà, c'est un petit peu compliqué, donc elle va entrer dans la clandestinité. Pendant l'été 1994, en fait, elle disparaît complètement des radars, en fait, elle passe de maison en maison, elle est hébergée par une poignée de militants laïcs hein, qui acceptent de la cacher à leurs risques et périls. Et puis, donc, finalement, elle va finir par quitter le pays. Alors, cette affaire a eu un grand retentissement, hein, vous en rappelez peut-être. Donc, en juillet 1994, on est sans nouvelles de Taslima Nasrine, et c'est à ce moment-là que Salman Rushdie, justement, hein, qui lui aussi est sous le coup d'une fatwa qui a été prononcée quelques années auparavant, Rushdie va publier une lettre ouverte à Taslima Nasrine, dans laquelle il écrit « Vous devez sûrement être fatigué qu'on vous appelle la Salman Rushdie femme », parce que c'est vrai que c'est du coup le surnom qu'on lui avait donné. « Je suis désolée que mon nom ait été pendu à votre cou, mais je vous prie de croire que beaucoup de gens, dans beaucoup de pays, s'emploient à convaincre qu'un tel slogan n'occulte en rien votre propre identité, que votre situation est unique et qu'il est important de se battre pour vous défendre, vous et vos droits, contre ceux qui seraient contents de vous voir morte. » Donc voilà, hein, elle doit quitter donc, le Bangladesh, et pendant les 10 années suivantes, elle va vivre une vie un peu nomade, alors qu'il la conduit un peu dans différentes villes en Europe et aux États-Unis. Mais elle continue d'écrire, enfin, depuis cette époque, elle a continué d'écrire, de militer aussi en faveur des droits des femmes. Elle écrit « Je suis aux côtés des femmes parce qu'elles sont opprimées à cause de leur genre.
opprimées, torturées, violées, discriminées, uniquement parce que ce sont des femmes. Et puis elle dit en fait que son combat n'est pas contre la religion musulmane, mais contre en fait les religions en général qui oppriment les femmes. Ça elle l'a bien dit aussi, que son combat c'est pas celui de l'Occident chrétien contre l'islam, puisqu'elle de toute façon elle n'est pas une occidentale, mais c'est celui du progrès et des lumières contre l'obscurantisme, de la promotion du sécularisme, contre l'intégrisme religieux, quelle que soit sa forme. Et donc elle écrit « Je crois fermement que la liberté d'expression, la démocratie et les droits de l'homme et de la femme ne peuvent jamais coexister avec quelque religion que ce soit. » Alors en 2004, donc après ces 10 années d'errance, elle finit par obtenir un permis de séjour en Inde et elle va s'installer à Calcutta. Alors Calcutta c'est au Bengale et finalement il y a une assez grande proximité culturelle entre le Bengale et le Bangladesh. En plus, donc Calcutta c'est à 30 minutes d'avion de Dhaka, la capitale du Bangladesh. Donc elle ne peut pas revenir au Bangladesh, mais sa famille peut venir la voir. Donc voilà, elle mène une vie à ce moment-là un peu plus paisible, mais malheureusement, je dirais en 2007, elle publie un livre qui s'appelle Rumeurs de haine, alors qui en fait n'est que le récit de ce qu'elle a vécu depuis 1993-94, c'est-à-dire depuis que la fatwa a été prononcée contre elle. Mais en fait, ce livre va lui valoir d'être expulsée en 2008, expulsée d'Inde par les autorités qui ont un peu capitulé face à la pression des religieux. Donc elle reprend sa vie d'errance. Elle n'est pas du tout prophète, ni en son pays, ni en Inde, mais par contre, elle est célébrée en Occident, où elle apparaît effectivement comme un modèle de résistance, et notamment donc, en 2008, elle va recevoir le prix Simone de Beauvoir. Donc c'est la première édition d'ailleurs du prix Simone de Beauvoir, qui est un prix qui a été fondé par Julia Kristeva, qu'on aperçoit là au centre de l'image, et c'est Ramayad, qui était secrétaire d'État aux droits de l'homme, qui lui remet ce prix. Donc on lui demande à cette occasion si elle se sent davantage auteure ou militante, et elle fait la réponse suivante, elle dit « Je ne peux pas imaginer la vie d'un écrivain qui n'aurait pas de cible. Certains écrivent pour faire rire, c'est leur objectif. Le mien est différent, je veux soulever les consciences par mes écrits. » Et effectivement, c'est ce qu'elle continue de faire aujourd'hui, malgré les menaces qui en fait continuent quand même de peser sur elle, parce qu'on a vu que, par exemple, Salman Rushdie, lui aussi, on pensait qu'il était un peu tiré d'affaire, et en fait, en 2022, il a été victime d'un attentat. Donc voilà, pour conclure, les trois exemples que je viens de développer montrent un engagement féminin qui n'a rien de naturel, parce qu'en fait, je n'ai pas précisé, mais c'est vrai que l'engagement, pendant longtemps, il a été de fait interdit aux femmes. Les femmes, elles étaient cantonnées au foyer, donc voilà, il n'était pas question pour elles de s'engager de quelque façon que ce soit. Alors bien sûr, on trouve des figures de femmes engagées avant l'époque contemporaine, avant le 19e, 20e siècle, mais elles demeurent exceptionnelles. Finalement, c'est l'exception qui confirme la règle, et puis ce sont des figures toujours un petit peu particulières, un peu inquiétantes, comme Jeanne d'Arc, mais bon... Alors finalement, donc, chez toutes les femmes qui s'engagent, et c'est le cas des trois figures féminines que je viens d'évoquer, on trouve finalement le refus de se soumettre, à une condition quelle qu'elle soit, donc la volonté de défendre sa patrie, le refus d'accepter l'occupation pour Raymond de Boix, la dénonciation de l'inégalité de traitement avec les hommes pour Halimi, le refus d'un destin assigné d'avance pour Taslima Nasrin. Donc ce sont autant de facteurs qui poussent certaines femmes à entrer en résistance finalement pour établir une forme de justice et d'équilibre. Et voilà, donc j'ai beaucoup parlé et je vous remercie de votre attention.